Moyenne. C'est comme ça qu'on prononce? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Est-ce que vous m'entendez bien dans la salle, dans le fond également? Parfait. C'est la première conférence publique que je donne depuis le mois de mars. C'est la première fois que je parle devant un public depuis le début du Covid. Et c'est très bizarre en fait que de s'adresser à un public quand on ne voit pas le visage du public et qu'on ne voit pas les réactions. Alors, à ce stade, j'aimerais juste vous proposer un bout de technologie de ville en transition. C'est quelque chose qui me sera utile et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans nos réunions, dans nos groupes. C'est un petit signe à faire avec la main. Est-ce que vous connaissez ce signe, ce geste? C'est un signe qui m'indiquera que vous êtes d'accord, que vous aimez bien. Alors, faites simplement ce petit signe et comme ça, je sais que vous m'écoutez, que vous êtes intéressé. Oui, merci. Merci pour votre présence ici ce soir. C'est un honneur que d'être le premier orateur pour démarrer les journées de la transition au Luxembourg. Je suis déjà venue plusieurs fois au Luxembourg et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. J'ai tout sauté un petit peu. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler de l'imagination. Et ce ne sera pas une soirée où vous serez simplement assis en train de m'écouter. Non, de temps à autre, je vais vous inviter à faire des petites choses. Et j'aimerais en tout cas partager des idées clés qui proviennent de mon livre What If? Libérer l'imagination. Je pense qu'il faut commencer par dire la vérité, comme dirait le mouvement Extinction Rebellion, parce que nous sommes dans une situation d'urgence climatique, d'urgence écologique. Alors, si quelqu'un s'imagine encore que le changement climatique, c'est quelque chose qui se produira dans l'avenir, non, pas du tout. Nous sommes en plein dedans. Et notre mission, c'est de réduire, dans la mesure du possible, la magnitude des effets des changements climatiques. 1 million d'espèces sont menacées d'extinction sur notre planète. 200 espèces disparaissent chaque jour. Et là, la température n'a augmenté que de 1,1 degré depuis le niveau pré-industriel. Et l'on voit de plus en plus d'épisodes assez effroyables. Donc, il y a urgence, il faut absolument réduire l'empreinte carbone de notre société et en même temps relever toute une série d'autres défis auxquels nous sommes confrontés. Je vais vous montrer un graphique, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous assommer de graphiques, juste celui-ci, et je vais vous le présenter en tant que récit. En fait, on pourrait s'imaginer que nous sommes arrivés au sommet d'une montagne qui s'est accumulée au cours de ces 150 dernières années. Et c'est quelque chose d'inédit. Donc nous sommes au sommet de la montagne et nous commençons à comprendre qu'il faut redescendre de cette montagne parce qu'il y a des nuages sombres à l'horizon. Il faut redescendre rapidement. Pour certaines personnes, cela suffit. Très bien, nous allons y aller. En tout cas, ce que vous montre ce graphique, c'est que si nous décidons de redescendre cette montagne, il vaut mieux le faire rapidement, sinon l'action risque d'être beaucoup plus périlleuse. Et pour certaines personnes, cela marche de dire simplement qu'il y a un danger, des nuages sombres à l'horizon, mais pour la plupart des personnes, il faut quelque chose de plus. Il est important de raconter les récits de cet espace-ci, le monde post-carbone sûr. Comment créer, comment susciter un désir, une aspiration profonde chez les gens pour leur donner envie de se réveiller dans cet avenir, dans ce monde post-carbone. Donc, comment susciter cette aspiration? Comment raconter des récits sur cet espace pour que ce soit vraiment irrésistible, pour que chacun comprenne pourquoi il faut quitter
cette montagne. Alors, j'aimerais vous parler d'imagination. J'ai passé ces dernières années à écrire un livre sur l'imagination parce que je lisais énormément d'auteurs que j'admirais beaucoup, Bill McKibben, Naomi Klein, et l'un des auteurs a dit le changement climatique, c'est un échec de l'imagination. Et c'est quelque chose qui m'a frappée. Pourquoi, en 2020, sommes-nous confrontés à une crise de l'imagination alors que nous sommes dans un moment crucial où il nous faut réimaginer, reconstruire le monde? Et j'ai trouvé des constats très intéressants. Par exemple, une étude qui disait que si l'on prend un groupe de personnes, la moitié du groupe apprend à jouer une suite de notes sur le piano et l'autre moitié imagine simplement jouer ces notes au piano. Et bien après 2 semaines, les deux groupes sont pratiquement au même niveau. Donc l'imagination, c'est quelque chose d'extraordinaire. John Dewey, le pédagogue, a dit que l'imagination, c'est la capacité de voir les choses comme si elles étaient autrement ou différemment. Et nous sommes à un moment où il nous faut vraiment maîtriser l'art de voir les choses comme si elles étaient autres. Je pense que la plupart d'entre nous nous sentons comme étant à la dérive. Le scénario classique, business as usual, ne marchera pas, ne marchera plus. Nous avons quitté les rivages de la sécurité où nous avons vécu pendant longtemps. Nous sommes maintenant en pleine mer et nous essayons de naviguer en haute mer pour attirer à nouveau le rivage, d'autres rivages. Et nous pouvons regarder vers le ciel étoilé et nous inspirer des étoiles, d'utiliser des instruments de navigation. Et l'aventure est un peu effrayante. Il faut décarboniser, il faut réduire de 7 à 8% par an pour notre empreinte carbone. Mais pour moi, cela ne suffit pas de simplement faire peur, ça ne marche pas. Alors, je passe beaucoup de temps sur les médias sociaux, sur Twitter, avec des gens qui me disent « le changement n'arrivera jamais, rien ne change jamais de toute façon ». Les choses sont comme elles sont. Voici une photo des années 60 aux États-Unis où il était possible de garer sa voiture à la plage. Et je suis sûre qu'à l'époque, il y avait des gens qui disaient « mais c'est notre droit que de nous garer à la plage, nous devrions pouvoir nous garer quand nous avons besoin, quand nous avons envie de le faire. » Alors aujourd'hui, cela semble une folie, plus personne ne peut se l'imaginer. Je me souviens que quand mon épouse était enceinte de notre premier garçon, nous étions au restaurant et la table à côté fumait pendant le repas. Et quand nous leur avions dit que ce n'était pas une bonne idée, les personnes étaient vexées. En tout cas, les choses changent et il faut justement que ça change beaucoup plus rapidement. Les comportements évoluent également. Parfois, le manque d'imagination est impressionnant. Il y a quelques jours, Donald Trump a été invité à dire quelque chose à propos de l'efficience énergétique et du changement climatique. Et il a dit rendre des bâtiments efficients en énergie, ça signifie pas de fenêtres, rien en fait, c'est très difficile à faire. Donc, on entend souvent, non, c'est impossible, je ne peux pas imaginer à quoi ressemblerait un monde post-carbone, alors des bâtiments sans fenêtres, vraiment. Et nous sommes à un moment de l'histoire où il faut agir rapidement. Et une étude a été publiée en 2010 qui s'est intéressée à la créativité aux États-Unis. La conclusion de cette étude, c'était que l'imagination et le quotient intellectuel ont évolué, ont augmenté en même temps jusqu'au milieu des années 90. Puis il y a eu une augmentation du quotient intellectuel et un déclin de l'imagination. Et je pense que ce déclin est constant et persistant. Et si c'est le cas, c'est un grand problème. Nous sommes à un moment où nous devons être en mesure d'imaginer, et c'est un problème si ce muscle qui devrait être bien développé est complètement atrophié. Mais bien sûr, le changement se produit. Ici, nous
sommes aux Pays-Bas en 82. Cette jeune fille attend le bus. Elle ne pouvait pas s'imaginer que beaucoup d'années plus tard, ce même endroit ressemblerait à ceci, une piste cyclable, des arbres, pas de voiture. Voici un de mes récits préférés. Et le monde regorge d'histoires de changement. Il y a tellement de choses, de gens qui vont vous convaincre et dire que le changement est impossible, prend beaucoup de temps. Non, ce n'est pas vrai. Voici un récit de 1892. Sur un week-end, des travaux impressionnants ont été réalisés. Une équipe de 4200 ouvriers a placé 177 milles de voies ferrées en 2 jours dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ils l'ont fait. En fait, quand on décide d'y aller, on y va, on peut le faire. Et avec le Covid, on l'a vu, des choses qui nous semblaient impossibles, qu'on nous disait que ça coûterait trop cher ou que ça prendrait trop de temps, et bien certaines choses se sont simplement réalisées rapidement. Donc à partir du moment quand on décide de régler un problème, on le fait. En 2018, à Londres, j'ai participé aux grèves pour le climat. 100 000 jeunes, accompagnés d'adultes qui étaient venus pour les soutenir, ont manifesté à Westminster Square devant le Parlement. C'était une énergie incroyable, un dynamisme puissant. Et je me suis dit, et si, dans quelques années, nous nous disions, ah, c'est cette journée-là qui a été le tournant. À partir de cette journée-là, on a regardé au-delà, on a pu entrevoir les possibilités et on a pu changer de cap. Alors, j'aimerais vous proposer de faire quelque chose. J'ai ramené avec moi, vous ne la voyez peut-être pas, mais j'ai ramené avec moi une machine à avancer le temps. C'était mon projet de confinement en Angleterre. J'ai trouvé des plans sur Internet, j'ai construit cette machine dans mon garage, je l'ai ramenée en train d'Angleterre à Luxembourg. Et donc nous allons faire un voyage dans le temps. L'invitation que je vous propose, c'est de faire un saut en avant, 10 ans en avant, de voyager dans l'avenir. Alors, asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Croisez ou décroisez les jambes. Essayez de trouver une position confortable. Fermez les yeux. Et dans un instant, quand je vais allumer ma machine, nous allons avancer 10 ans dans le temps. Et ces 10 ans ont été extraordinaires en termes de changement et de transition. Des choses qui en 2020 semblaient complètement impossibles sont devenues une réalité en 2030. Les générations futures regardent en arrière, admirent le courage, le travail, les récits passionnants, les chansons de cette génération. Des choses qui semblaient chancelantes en 2020 se sont effondrées par la suite. Et en sortant de cette machine à avancer le temps, vous débarquez dans cette nouvelle réalité. Ah, encore un détail. Quel est le son de cette machine à avancer le temps? Alors, elle fait le son suivant. Vous pouvez m'accompagner. Un peu plus fort. Merci. Alors, quand je vais allumer la machine à avancer le temps, vous entendrez ce son et j'aimerais que vous vous imaginiez ce voyage. Donc, nous sommes en 2030 au Luxembourg, les oiseaux chantent, l'air est pur. Et en sortant de la machine, promenez-vous, prenez quelques minutes pour vous promener dans ce nouveau monde. Que voyez-vous? Que sentez-vous? Que ressentez-vous? Alors, allumons notre machine et voyageons en 2030. Merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. J'ai fait cette activité avec des groupes de 10 personnes et avec 1500 personnes en Belgique. Et la raison pour laquelle il est important de faire cet exercice, c'est la suivante. Le poète Rilke a dit « L'avenir doit vivre en toi bien avant qu'il ne se manifeste. » L'avenir attend sa naissance. C'est magnifique.
Et un artiste, James Mackay, dessine l'avenir. Voici un dessin de la ville de Leeds. À quoi ressemblerait Leeds si elle devenait la ville ayant le plus de biodiversité dans le monde? Il l'a dessiné et cela permet d'éveiller une certaine aspiration. Parce qu'en fait, s'il suffisait de faits, de chiffres et d'informations pour convaincre, on aurait déjà réussi. Mais non, ça ne suffit pas. Il nous faut des récits, des histoires, des images, de l'imagination pour que nous puissions voir, sentir, respirer cet avenir. Et si nous vivions dans des villes, et si nous réinvestissions les rues, l'espace public, si nous remplissions l'espace de fruits et légumes, de personnes, de gens, d'enfants à pied à l'école, donc il faut sortir les voitures des rues pour que les rues puissent devenir des espaces de jeu, d'échange, de conversation, ou des forêts même. Ici, on pourrait penser qu'il s'agit d'une image générée par ordinateur. Non, c'était il y a 2 semaines à Bruxelles, un quartier de Bruxelles. Et l'exercice que vous venez de faire, vous avez parlé du chant des oiseaux, de l'air pur, eh bien, pendant le confinement, nous avons eu un avant-goût de cette expérience. Parce que souvent, je fais cet exercice avec les groupes et puis l'exercice est agréable et puis les gens se disent, bon, mais dans la réalité, cela ne se produit pas. Eh bien, si. Alors, voici un extrait d'un film qui sortira le 30 septembre prochain, qui s'appelle Engert. Et j'ai pu assister à l'avant-projection du film. Et il y avait un extrait dans ce film qui m'a émue. Et j'ai voulu vous le montrer ce soir. Réfléchir par soi-même, réfléchir autrement, entraîner un changement de conscience, remettre en question notre place dans le monde. Ça ne veut pas dire faire la révolution, mais tout simplement se donner l'autorisation d'essayer. Merveilleux, n'est-ce pas? J'aime beaucoup. Alors, l'outil que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est ceci. J'espère que c'est un outil qui vous sera utile chez vous, dans vos organisations. Et cet outil, c'est le cadran solaire de l'imagination. Rob Shorter a vécu quelque temps chez moi pendant que j'étais en train d'écrire mon livre. Lui, il était en train de rédiger sa thèse de doctorat. Et c'est lui donc qui a dessiné ce cadran solaire de l'imagination. Parce que nous sommes arrivés à une ère où notre imagination collective est en déclin et notre survie dépend de notre capacité à renforcer ce muscle de l'imagination. Alors comment faire? Par où commencer? Quels sont les ingrédients pour pouvoir restaurer l'intelligence collective? Je pense qu'il y a 4 ingrédients. Et je vais les passer en revue avec vous ce soir et les ponctuer d'histoire. Premier ingrédient, l'espace-temps. Vous le savez bien dans votre vie. Les moments auxquels vous êtes les plus créatifs, ce n'est pas quand vous deviez respecter un délai serré, assis, stressé devant l'ordinateur. Non, Einstein disait toujours qu'il avait ses meilleures idées quand il faisait du vélo en forêt. Mais ces espaces-temps sont de plus en plus éliminés de nos vies professionnelles, de nos vies personnelles. Nous avons de moins en moins d'espace-temps pour rêvasser, réfléchir à d'autres possibilités. Cet espace-temps est en train de disparaître. Alors, dans des mouvements tels que Extinction Rebellion ou Transition Town, ou le mouvement de la transition, sont en train de recréer ces espaces-temps pour créer le lien, se rencontrer, s'honorer. Or, ailleurs, c'est
beaucoup plus rare. Alors, comment recréer ces espaces-temps? C'est essentiel de prévoir ces espaces-temps pour l'imagination. Alors, ici, c'était un événement avant le Covid, juste avant le confinement. Alors, l'urgence climatique a été déclarée et après. En tout cas, ces espaces-temps, il faut les créer. Ils ne se produisent pas de tout seuls. Et si l'on crée ces espaces, des espaces où l'on se pose la question «et si?», eh bien, cela permet aux gens de se réunir, de réfléchir à notre avenir et de créer. Je pense à un projet à Bristol qui s'appelait Playing Out, jouer dehors. En fait, il y a de moins en moins d'enfants qui jouent dans les rues depuis les années 50. L'ancien maire de Bogota, en Colombie, a dit que le nombre d'enfants qui jouent dans les rues, c'est un indicateur clé en fait de notre bien-être. Et, et à Bristol, ils ont lancé un projet, Playing Out, jouer dehors, et le mercredi soir, une rue est fermée à la circulation. Et que se passe-t-il? Une fois que la rue est fermée à la circulation, des enfants sortent et viennent jouer dehors. C'est inévitable. La seule chose à faire, c'est de se débarrasser des voitures, me disait une maman. Un papa m'a dit, eh bien, après avoir tenté cette expérience pendant 6 mois, nous avons compris que nous nous apprécions bien les uns les autres. Et ainsi, on commence à avoir un avant-goût d'une rue où jouent tout plein d'enfants. Cela crée du lien entre les habitants. Alors, quand les enfants sont à l'intérieur, devant leur écran, euh, ces liens, ces liens dans la communauté s'effritent également. Et c'était un projet extraordinaire. Tout ce qu'il suffisait de faire, c'était de créer ces espaces-temps. Donc, deuxième ingrédient, des lieux. Nous avons besoin de lieux dans nos villes, dans nos villages, qui nous permettent de faire évoluer notre perception de ce qui est possible, qui nous permettent donc de réfléchir à notre avenir. Ici, à Londres, un groupe de transition a placé des pots d'arbres fruitiers dans une rue principale un samedi. Et ainsi, cette rue principale est devenue un verger d'un jour. Les passants s'arrêtaient et on les a interrogés. Et les passants ont réfléchi à leurs souvenirs d'enfance, aux arbres fruitiers, ont commencé à parler de la vie, n'ont plus jamais regardé cette rue principale comme avant. Alors, une fois que l'on a vu que cet espace ou ce lieu pourrait être un verger, comment se contenter d'autre chose, autre projet ou autre événement? En 2019, un événement de Extinction Rebellion, mon épouse est très active au sein de ce mouvement. Elle a déjà été arrêtée 4 fois. Au commissariat de police, c'est tout juste comme si le policier lui disait « Votre cellule habituelle, madame ». Donc voici un événement. Le pont de Waterloo à Londres a été occupé pendant 2 semaines et a été transformé en forêt, donc avec des arbres un peu partout. Et les gens qui souhaitaient traverser ce pont devaient le faire à pied ou en vélo. Et donc il n'y avait plus de voitures tout à coup, mais des arbres, des oiseaux. Et donc l'idée, c'est vraiment de donner un avant-goût de quelque chose pour qu'on ne regarde plus jamais un endroit comme auparavant. Autre projet intéressant, ici nous sommes près Saint-Gervais à Paris. Et là, le projet, c'est de créer une forêt urbaine. Il y avait un site qui avait été alloué à des fins d'habitation et ce groupe s'est dit non, non, nous aimerions bien avoir une forêt urbaine. Ici, une forêt urbaine permettrait de rafraîchir l'air, d'accroître la biodiversité. Donc, l'idée, c'était d'avoir une forêt en plein cœur de ce quartier. Autre exemple, un artiste autrichien qui crée ici une forêt pop-up ou éphémère sur un stade de foot. Moi, j'aime beaucoup cette idée d'éphémérité, de, de donner une expérience de l'avenir qui a été imaginé. Alors, comment faire goûter cet avenir aux personnes? Il faut le faire de manière ludique, artistique, créative. Et donc,
dans le mouvement, nous avons besoin d'art et d'artistes. Alors, autre exemple, ici Jason Roberts au milieu. Il a lancé un projet de Beta Block Foundation à Houston, au Texas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des lieux connus, des lieux mal aimés, disons. Par exemple, des endroits comme celui-ci, tout le monde s'en fiche de cet endroit. Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'endroits comme celui-ci un peu partout sur la planète. Alors, on n'aime pas ces endroits, on ne s'en soucie plus. Alors, qu'a fait ce groupe? Il a parlé avec les habitants, a demandé aux gens qu'est-ce que vous aimeriez bien ici, qu'est-ce qui aurait du sens. Et puis, Jason Roberts et son équipe disparaissent dans leur atelier, dans leur garage pendant toute une nuit, construisent des choses, bricolent et le lendemain proposent ceci aux habitants. Et ce qu'ils font aussi, c'est astucieux, en fait, ils impriment toute la réglementation locale qui interdit de faire cela. Et puis, ils invitent les élus et leur disent, voilà ce que nous avons fait, regardez, et voici toutes les lois, toutes les réglementations qui nous interdisent de le faire. Donc, cette idée de prendre un lieu, de le transformer, de réinvestir différemment, permet d'avoir ou de donner cet avant-goût. Alors, autre exemple, à San Francisco, un groupe d'artistes se posait la question comment exposer nos œuvres? Les lieux d'exposition sont trop chers. Et quelqu'un a eu l'idée, et si nous achetions un ticket pour une place de parking à la journée? Existe-t-il une règle qui stipule qu'il faut absolument garer sa voiture sur une place de parking? Est-ce que si on achète un ticket, est-ce qu'on pourrait juste prendre un sac de couchage et occuper cette place de parking? Alors, ce groupe a acheté des tickets pour une journée de parking et a transformé les places de parking en studio de yoga, en espace de jeu, en café, en jardin pop-up éphémère. Il y a même eu une cérémonie de mariage dans une de ces places de parking louées à la journée. En tout cas, ce groupe le fait de manière très ludique, très sympathique. Et ça donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler le monde. Voici un exemple de Transition Liverpool qui a lancé un concept similaire. Il travaille avec plein d'associations qui travaillent avec des jeunes. L'idée, donc, c'est de faire participer les jeunes et de proposer parfois des éléments itinérants. Et donc, c'est intéressant le fait que des éléments puissent être itinérants, mobiles. C'est un projet ici, Chrysalis, un camion qui a été converti en cinéma, salle de classe, cabinet de curiosité. Et il est plein d'objets que les gens recueillent, rassemblent au fur et à mesure. Donc ça devient de plus en plus excentrique et insolite. Et j'aime beaucoup cette idée d'éléments mobiles. Et parfois un lieu, ça peut être un village ou une ville tout entière. Imaginons que dans 10 ans, le Luxembourg sera l'endroit où l'on vivra sans carbone. Voici Ungersheim en France. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est un projet qui a été repris dans le film Qu'est-ce qu'on attend? C'est extraordinaire. Alors, une fois qu'on a été à Ungersheim, on se dit pourquoi est-ce que tous les autres endroits au monde ne ressemblent pas à Ungersheim? Il y a des projets extraordinaires, alimentation locale. Il avait été dit par exemple que les repas des écoles devaient être approvisionnés par un jardin maraîcher local. Il y a eu un projet de formation des jeunes, une grande ferme solaire dans la région, une monnaie locale, le radis. Et ils avaient un bus scolaire et l'ont vendu pour acheter des chevaux. Et maintenant, les enfants vont à l'école en cheval. Et donc, ce sont des lieux extraordinaires. Une fois quand on y a été, on ne voit plus le monde de la même manière. Nous avons parlé des espaces-temps, des lieux. Troisième ingrédient, les pratiques. Voici une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe
est extrêmement important pour la mémoire et l'imagination. C'est également la partie du cerveau qui est particulièrement vulnérable à la cortisone quand nous sommes stressés, anxieux. Les personnes qui présentent des troubles post-traumatiques ont un hippocampe dont le volume a diminué de 20%. Alors, si nous vivons à une période où le niveau d'anxiété est sans précédent, alors ça signifie que nos hippocampes sont en train de rétrécir et c'est quelque chose de grave. Alors, quand j'étais en train de rédiger mon livre, j'ai recherché un lieu, un espace où les meilleures conditions étaient proposées pour restaurer l'hippocampe, un campus pour l'hippocampe. Alors je me suis rendue à Dundee en Écosse, j'y ai trouvé un projet extraordinaire. Alors un projet qui s'appelle Art Angel, qui travaille avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, atteintes de dépression, d'anxiété. L'idée, c'est que quand quelqu'un entre dans cette galerie, on dit à cette personne, ici, vous n'êtes pas un patient, vous n'êtes pas un client, vous êtes un artiste qui prépare sa prochaine expo. Alors, dans ce projet, ils accueillent des personnes qui n'avaient plus de perspective d'avenir. Or, ici, l'invitation, c'est de réimaginer. Les personnes que ces gens étaient avant ne fonctionnent plus. Donc, la proposition, c'est de réimaginer. Et pour évaluer le projet, ils donnent deux feuilles de papier aux participants. Comment vous êtes-vous senti en arrivant et comment vous sentez-vous maintenant? C'est vraiment éloquent, je vais vous le montrer. Alors quand je vois ces images, ces dessins, voici à quoi pourrait ressembler l'itinéraire vers un avenir sobre en carbone. Alors, en termes de pratique, nous pouvons rassembler des gens pour allumer le feu sacré de leur imagination. Avec l'organisation Encounters Arts, nous avons lancé Transition Town Anywhere. Il nous faut 100 à 400 personnes, un espace considérable, et il faut commencer par un exercice comme nous l'avons fait au début. Donc, imaginez l'avenir en 2030 et puis réfléchir au rôle que l'on pourrait jouer, à l'action à mener. Quand on partage des intérêts, quand on commence à planifier quelque chose, il faut donc se réunir et puis construire cela en utilisant des matériaux disponibles, du carton, des tiges de bambou, des bouts de ficelle. Et il faut construire une version en 3D de ce monde dans lequel on vivra, échangera et investira. Alors, et c'est extraordinaire. Voir 300 adultes complètement immergés ou pris au jeu, c'est extrêmement puissant. L'année dernière, nous avons fait cet exercice et ici, deux jeunes ont construit un système de transport public pour Transition Towns Anywhere. Alors, vous regardez ceci, si vous vous dites ce sont des chaises, un bâton, du carton. Non, mais ces jeunes ont tout imaginé dans le moindre des détails, la couleur des tickets, le coût, l'itinéraire, le bruit, la matière des sièges. Ils ont tout imaginé de A à Z. En 2012, avec plusieurs personnes, nous avons lancé le collectif Levure, Yeast Collectif. Parce que c'est quelque chose qui est trop génial. Il faut absolument que l'avenir ait une brasserie. Alors, nous avons imaginé une brasserie, une boulangerie et une meunerie. Et puis, l'année d'après, nous avons commencé à construire cela. Nous avons lancé la brasserie en 2013. En 2019, nous avons lancé une entreprise détenue par les membres de la communauté. Nous avons levé 180 000 livres localement et ça nous a permis donc de déplacer la brasserie, de l'aménager dans le même bâtiment que celui qui accueillait déjà la boulangerie et la meunerie. Comment savez-vous que ça va marcher? Eh bien, on le sait parce qu'on l'a joué.
Et donc, dans notre travail de plaidoyer politique ou de militantisme, il faut faire sentir l'expérience de l'avenir. Alors, Michael Pett Bronkowitz travaille pour le gouvernement suédois et sa fonction, c'est raconteur en chef, Chief Storyteller. Il doit raconter la réalité. Je crois d'ailleurs que chaque pays devrait avoir un raconteur en chef, chaque entreprise, chaque organisation. Il faudrait que nous soyons tous confiants et compétents pour raconter des histoires dans nos groupes, dans nos collectifs. Donc c'est vraiment une compétence à acquérir rapidement. Alors, l'une des principales pratiques dans le mouvement de la transition, c'est l'art de poser une excellente question. Et si cet après-midi, nous avons organisé un atelier avec 20 personnes et nous avons beaucoup travaillé ces questions qui commencent avec « et si » pour renforcer le muscle. Alors, un de mes exemples préférés, c'est celui de Liège. Il y a 5-6 ans, le groupe de la transition à Liège avait une question « et si, le temps d'une génération, la nourriture consommée à Liège proviendrait exclusivement des environnements immédiats ?» Alors, des paniers à idées ont été lancés, un grand événement de lancement, des agriculteurs, des chefs cuisiniers, des chercheurs, des serveurs, des serveuses ont été invités. Je suis retournée à Liège. Alors, 5 ans plus tard, ils ont créé 25 nouvelles coopératives, levé 5 millions d'euros localement. Ils ont réalisé une ferme de vignobles, une brasserie, un magasin qu'ils ont appelé les petits producteurs en plein cœur de Luxembourg, Bruxelles, Liège, désolé. C'était une longue journée, donc un magasin au centre de Liège, un grand espace peint en blanc et ils vendent des fruits et légumes locaux. Et après 6 mois, le deuxième magasin se portait tellement bien qu'ils ont pu ouvrir un deuxième. Maintenant, ils en sont à 4. Le premier a doublé de superficie. Voici Pascal Hélène, gérant du magasin. Et je me souviens, je lui avais demandé quel est le potentiel de ce projet. Et il a dit, je crois que quand nous aurons 12 magasins, nous commencerons à fragiliser les marchés. C'est un mot intéressant en français, fragiliser, ça n'existe pas en anglais. Donc, il ne faut pas lutter contre le capitalisme, casser tous les supermarchés. Non, il faut tout simplement créer quelque chose de mieux. Quand j'ai rencontré le maire de Liège, il m'a dit « Nous voulions en fait devenir une ville intelligente, maintenant nous voulons devenir une ville de transition. » Et oui, les autorités veulent apporter leur soutien. Alors, une cartographie a été faite des terres autour de Liège, le niveau de pollution a été évalué, les occupations du sol ont été recensées et un projet a été lancé, Créa Farm. L'idée, c'est que les jeunes puissent se lancer dans des cultures maraîchères à proximité de Liège. Et oui, moi j'étais très émue en visitant Liège et j'ai vu ce qui a été réalisé. En tout cas, tout a commencé avec une excellente question, what if, et si. Peut-être que vous connaissez le modèle de Kate Raworth, le modèle Donut Economics. Et c'est un outil très utile pour l'imagination. En fait, nous pouvons agir dans un certain contour. Au-delà, nous dépassons les ressources à notre disposition. En deçà, ce n'est pas suffisant. Et en fait, quand on pose un cadre ou un contour à l'imagination, elle peut s'épanouir. Si je vous dis « racontez-moi une histoire »,
difficile. Si je vous dis, racontez-moi une histoire à propos de cette petite souris qui a un chapeau bleu et qui vit sous le piano, ça devient beaucoup plus facile. Donc, quand on pose un cadre pour l'imagination, ça devient beaucoup plus simple. Et depuis la sortie du livre, c'était vraiment intéressant de voir comment différents groupes autour du globe se sont appropriés les questions et si. Ici, à Birmingham, un groupe a voulu créer un imaginarium placé sur la route principale pour aider l'imagination de la communauté. Ici, un événement, partir des questions et si pour aboutir à ce qui est. Ici, en Irlande du Nord, une consultation a été lancée avec cet outil. Et si en tout cas, et si c'est une question très très puissante pour amener les gens à réfléchir à un avenir différent. C'est le point de départ des discussions. Alors, j'étais en Autriche avant le confinement pour travailler avec le fabricant de vêtements Patagonia, qui est une des entreprises les plus durables au monde. Et j'étais avec l'équipe européenne. Ils sont déjà une entreprise durable, mais toutes leurs actions reflètent-elles l'urgence climatique et écologique. Donc nous avons fait quelques exercices le premier jour et la deuxième matinée, nous avons fait une promenade ici. Nous sommes sortis, des groupes de 6 personnes, et la proposition, c'est de sortir dans la neige, dans la montagne et d'avoir une conversation à partir de la question « Et si Patagonia agissait comme si nous étions en situation d'urgence climatique et écologique dans tous les domaines ?» 2 règles. Il n'y a pas de limite, pas de budget ici à respecter, pas de ligne politique à observer. Deuxième règle, il est interdit de dire « oui, mais ». Si quelqu'un lance une idée, vous ne pouvez pas dire « oui, mais », vous pouvez juste dire « oui, et ». Et c'est quelque chose qu'on apprend en faisant de l'impro théâtrale. Peut-être que vous le savez. Alors, en impro théâtrale, si quelqu'un dit « Est-ce que tu aimes mon chapeau ?» La deuxième personne dit « Waouh, quel beau chapeau !» Oui, et. Donc, ce groupe s'est promené pendant 1 heure dans la neige et est revenu dans un état de conscience modifié, pratiquement. Le groupe est revenu avec une longue liste de questions. Couchez-les par écrit. Et puis, nous allons avoir ici 2 colonnes. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est un peu moins urgent? Donc, discutez entre vous et affichez les éléments les plus urgents et les moins urgents. Et donc, nous avons travaillé à partir de ces questions et nous les avons concrétisées en idées viables. En fait, quand on crée les conditions propices, l'on est extrêmement créatif. Et là, c'est quelque chose que nous avons fait également cet après-midi lors de l'atelier. Donc, nous collons des questions et si dans le cadre de la porte. C'est en fait le car wash what if, le lavage automatique et si. Donc, à chaque fois qu'on passe la porte, c'est comme si on prenait une douche de questions et si. Alors ici, c'était pendant le confinement. On pourrait faire ceci ou cela. Alors ici, nous sommes à Bristol. Oui, nous devons réfléchir à un avenir différent. Dernier ingrédient, les pactes. Alors ça peut paraître bizarre de parler de pactes et d'imagination. Nous avons abordé les espaces-temps, les lieux, les pratiques et maintenant les pactes. Alors, ici, nous sommes à Derby. Il y avait un musée industriel qui est devenu un peu ennuyeux, peu fréquenté. Le conseil communal a fermé le musée de Derby et a donné les clés à Hannah Fox. Et elle a organisé tout plein d'événements, de remue-ménage. Et puis, le lieu a réouvert un musée, oui, mais surtout un espace pour réunir des gens, un atelier pour fabriquer des choses. Et à chaque fois, la communauté était invitée à bricoler, à fabriquer. Et donc, la communauté a été consultée. À quoi devrait ressembler ce lieu? Un musée, oui, ok, un musée axé sur la fabrication. Et par exemple, s'il y avait un gros projet attribué, eh bien, il était donné à un grand nombre de petites entreprises, pas à une seule entreprise.
Et à une condition, il fallait intégrer la communauté locale à chaque étape. Et vous avez certainement tous avoir fait cette expérience. Vous êtes invité à une consultation, à partager vos idées, à faire preuve d'imagination. Vous notez toutes vos excellentes idées sur un post-it. Vous rentrez chez vous et puis les post-it sont jetés à la poubelle. Ceux qui vous ont invité font ce qu'ils avaient prévu de toute façon. Or, si vous invitez les gens à faire preuve d'imagination, il faut leur donner un juste retour. Autre exemple intéressant, Gabriela Gomez-Mont au Mexique, qui a dit que l'imagination n'est pas un luxe. D'ailleurs, j'ai vu quelques t-shirts imprimés avec cette phrase, l'imagination n'est pas un luxe. Gabriela Gomez-Mont travaille pour le maire de Mexico et elle a mis en place, en fait, un ministère de l'imagination. On se croirait dans le monde d'Harry Potter. Mais à Mexico City, il y a un ministère de l'imagination et sa mission, c'est de veiller au bien-être de l'imagination de la ville. Et elle dit qu'il faut accorder autant d'importance à l'imagination dans une ville qu'à la mobilité, par exemple. C'est essentiel pour le bien-être d'une ville. Ici, nous sommes à Bologne et cela montre le besoin de pacte. En 2012, il y avait de moins en moins de personnes qui allaient voter. Donc, il y avait vraiment un déclin prononcé. Et quelqu'un est allé voir le maire et lui a dit « Dans ma rue, il y a un banc et j'aimerais le repeindre d'une autre couleur. Mais est-ce que vous vous rendez compte que pour repeindre ce simple banc, il faut que je m'adresse à 6 services différents au sein de votre commune et que ça va me prendre 9 mois juste pour repeindre ce banc ?» Et donc, ils se sont rendus compte que quelque chose devait changer. Et donc, la municipalité a créé un bureau de l'imagination citoyenne. Donc, pas de participation citoyenne, non, imagination citoyenne. 6 laboratoires d'idées, 6 laboratoires qui proposent des événements où ils invitent la communauté à réfléchir, à imaginer l'avenir. Et ce qui est ingénieux ici, c'est que quand la communauté vient avec une question « et si ?» la municipalité dit très bien, on veut vous soutenir, on peut vous offrir ceci et vous, que pouvez-vous offrir? Concluons un pacte. Eh bien, ces 5 dernières années, à Bologne, 500 pactes ont été conclus. Ça fait des petits projets, un petit jardin urbain, un vieil édifice de bureau qui est devenu un lieu de formation de jeunes musiciens. En fait, quand nous invitons l'imagination, nous devons ensuite y répondre. Et les pouvoirs publics, les entreprises, quand elles invitent l'imagination des gens, il faut ensuite proposer quelque chose en retour, une juste contrepartie. Donc voilà ce que nous faisons dans le mouvement de la transition. Et le modèle de la transition essaie de répondre à la question suivante. Comment donner un avant-goût de l'avenir pour que les gens puissent voir, sentir l'avenir. Alors que ce soit un petit projet, partager des compétences, cultiver des fruits et légumes à l'école, ou alors des projets d'habitation communautaire, ou alors un projet ambitieux comme la ceinture alimentaire à Liège, tous ces projets sont aussi importants les uns que les autres parce qu'ils donnent un avant-goût, une expérience aux personnes. Alors ici, une photo de Crystal Palace à Londres. Là, un marché a été lancé, ils ont remporté plusieurs prix. Et pourquoi faites-vous cela? Ils m'ont répondu parce que nous voulons que nos enfants se disent que ceci est normal. Alors, je ne peux que vous encourager à participer à des projets de transition. Investissez votre temps, votre énergie, votre amour dans des projets. Donc voilà ce que je voulais vous proposer ce soir. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien vous pouvez consulter mon blog robhopkins.net. Là, vous trouverez plus de détails sur le cadran solaire de l'imagination que vous pourrez télécharger, il y a un descriptif. Donc j'espère que cet outil vous sera utile dans votre vie, dans votre travail et qu'il éveillera le feu sacré de l'imagination. Et voilà, si vous êtes intéressé par plus d'infos, voici le blog, le site web. Je viens de lancer d'ailleurs un podcast
From what if to what next, partant de et si et à l'envers et après. Et donc, ce qui est important, c'est oui, de poser de bonnes questions et si pour pouvoir ensuite passer à et après. Donc, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre attention.